Salut Moussaillon, bienvenue sur le navire. Aujourd'hui, on va parler manga et culture japonaise avec une œuvre en particulier. C'est sorti il y a pas longtemps. Le dernier épisode s'est terminé il y a un peu moins d'un mois. Et aujourd'hui, on va parler donc de l'œuvre L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, dans son nom original. Puisque le dernier épisode est sorti il y a peu, le manga en revanche est sorti il y a un petit peu plus longtemps. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. On l'a dit, les fans sont sûrement déjà à jour, mais pour les néophytes, vous êtes au bon endroit. On va diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, on va parler de l'importance de l'Attaque des Titans dans le monde du manga et de simplement savoir pourquoi est-ce que c'est important de lire ou de regarder l'Attaque des Titans. La partie 1 est donc garantie sans spoiler, alors que la partie 2, ça va être un décryptage du dernier tome et du dernier épisode. Donc si vous n'êtes pas à jour, je vous déconseille la partie 2. On va vous faire un chapitrage en bas pour être sûr que vous ne vous fassiez pas spoiler. L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin ou SNK pour les intimes, est donc un manga dont le premier tome est sorti il y a tout pile 10 ans, à savoir en 2013. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur, le mangaka donc, c'est un monsieur qui s'appelle Hajime Isayama. On va pas mal en parler dans cette vidéo, donc retenez bien son nom, c'est important. Le mangaka, Hajime Isayama, est donc un japonais qui est originaire d'une petite ville qui s'appelle Oita, qui se situe juste ici, au Japon. Alors ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance pour le moment, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler, c'est un petit peu important. Ce qu'il faut savoir avec Oita, c'est que c'est une petite ville relativement industrielle qui est entourée par un truc immense, c'est un édifice assez impressionnant. C'est un barrage hydraulique en fait, mais au final quand on connaît un petit peu l'œuvre, ça a son importance. À la base, SNK, c'est donc un one-shot, donc qu'a présenté Isayama. C'était pas censé sortir en série ou en plusieurs tomes, et en fait, l'auteur, quand il a sorti son one-shot et qu'il l'a proposé, ils ont voulu tout de suite en faire une série. Au début, ils l'ont proposé Weekly Shonen Jump, qui est donc un magazine hyper connu au Japon, dans lequel on sort toutes les semaines un chapitre de manga. Ça a été le cas pour plein de shonen super connus. Le problème, c'est que l'Attaque des Titans, de par son scénario et la violence et le fait que ce soit relativement cru, ça ne correspondait pas forcément au Weekly Shonen Jump, donc ils ont demandé à Isayama de modifier et de lisser un petit peu son œuvre, parce qu'il ne lui correspondait pas. Donc du coup ça va tomber un petit peu à plat, mais l'Attaque des Titans finira quand même par sortir dans un autre magazine de manga qui s'appelle le Besatsu Shonen Jump, qui est aussi relativement connu, mais qui produit des œuvres un petit peu moins lisse. Le tout dernier tome, le tome 34, est donc sorti il y a un peu plus de 2 ans en France. Ça fait donc 2 ans que j'ai ce petit bijou dans les mains et que j'ai beaucoup pleuré en le lisant. Parce que oui, si vous êtes venu pour avoir une critique et une chronique objective de cette œuvre, clairement je vous conseille de changer de vidéo parce que vous n'êtes pas vraiment au bon endroit. Donc 2 ans que j'ai lu ce manga, j'ai commencé pendant le confinement. À regarder uniquement l'animé, et en fait quand la fin de la saison 3 est sortie, je me suis dit que je pouvais absolument pas me faire spoiler, donc du coup j'ai tout lu en une nuit, tous les scans sur internet, et en attendant du coup que le dernier tome sorte. Concrètement, je pense que c'est un de mes mangas préférés pour plein de raisons, on va en parler très vite. Quand j'ai lu le dernier tome, j'ai clairement pleuré toutes les larmes de mon corps. 6 mois plus tard, je me suis carrément fait tatouer une des dernières planches du dernier tome sur le bras. Alors pourquoi tant de larmes et de sang versé pour un seul manga? Vous allez vite vous rendre compte que l'histoire n'est pas très drôle, et ça, on en parle tout de suite. L'Attaque des Titans raconte l'histoire de Eren, le personnage principal, qui habite dans une ville qui s'appelle Shiganshina et qui, comme tout le reste de l'humanité, vit derrière des murs. En tout, il y en a 3. Alors pourquoi est-ce qu'ils vivent derrière des murs? La réponse, elle est concrètement dans le titre, parce qu'à l'extérieur, ils peuvent pas vivre, étant donné qu'il y a ce qu'on appelle des titans. Les titans, ce sont des sortes de géants anthropophages, tout nus, important de le préciser quand même, et qui ont concrètement une sacrée dalle, on peut le dire. Notre personnage principal, Eren, globalement, il passe le plus clair de ses journées avec ses 2 meilleurs amis, Mikasa et Armin, jusqu'au jour où, élément déclencheur, il y a un titan beaucoup plus gros que tous les autres qui surplombe le mur et qui l'explose.
problème. Là, je vous spoil un peu, c'est pas une super journée pour nos héros, concrètement, comme vous pouvez vous en douter. Il va se passer 2-3 petites choses qui vont faire qu'ils se retrouvent tout seuls et décident donc de rejoindre l'un des 3 corps d'armée, à savoir le bataillon d'exploration. Le bataillon d'exploration, c'est un groupe d'armées, c'est ceux qui sont chargés de sortir à l'extérieur des murs pour aller fracasser du titan, mais aussi pour essayer de regagner les terres que l'humanité a perdues et surtout de comprendre qui sont les titans et pourquoi ils sont là. Bon, ça c'est le pitch de base. Le fait est que l'attaque des titans, c'est bien plus complexe que ça. C'est une histoire qui est très alambiquée. Pendant un petit moment, vous allez sûrement vous sentir perdu. Il y a un long moment pendant lequel on ne sait pas trop exactement, enfin on comprend pas trop les tenants et les aboutissants de la vie à l'intérieur des murs, à part le fait que bon bah ça a l'air pas très funky, on va pas se mentir, c'est déjà pas mal. Mais SNK, c'est globalement 34 tomes où on n'arrive pas à choisir un camp et on se demande qui est vraiment méchant et qui est vraiment gentil. Pour ceux qui voudront plutôt regarder l'animé et pas commencer par le manga, on va reparler tout à l'heure de l'animation et des dessins, mais si vous choisissez de commencer par l'animé, ne soyez pas surpris. Dès le premier épisode, ça tabasse beaucoup, il y a du sang, c'est un peu crado, c'est très graphique surtout, ça peut surprendre. Pourquoi faut-il regarder ou lire l'Attaque des Titans? Eh bien parce que ça change de plein... Je crois que c'est catégorisé comme un shonen, même si ça en est pas vraiment un. C'est quand même pour moi plus destiné à des adultes ou à des jeunes adultes qu'à des adolescents. Et le fait est que, on l'a déjà un petit peu dit, mais il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a pas vraiment de méchants, c'est absolument pas manichéen, c'est pas comme Naruto où on sait globalement qu'il y a des méchants et des gentils. Là, c'est très différent. Et puis surtout, ça prend énormément aux tripes. L'Attaque des Titans, c'est énormément de suspense, énormément de mystère et énormément de théories que vous allez vous faire dans votre tête et qui seront probablement jamais les bonnes. L'Attaque des Titans, c'est un truc important dans le monde du manga pour la simple et bonne raison déjà que c'est excessivement bien noté. Après, c'est pas parce qu'un manga ou un animé est bien noté que ça fait de cette œuvre-là quelque chose d'exceptionnel. L'Attaque des Titans, c'est je ne sais plus combien d'épisodes hyper bien notés, 2 tomes absolument incroyables. Et ce qui est fou, c'est que c'était pas du tout un manga qui était destiné à devenir aussi important et aussi incontournable. Et je trouve que ça rend la chose encore plus belle. C'est un succès qui n'est pas vraiment attendu. Et puis surtout, autre excellente raison et autre chose qui fait que c'est un manga absolument incroyable et qu'il faut le lire, c'est, je pense, l'œuvre qui vous permettra de clouer le bec à tous ceux qui pensent que les mangas, c'est encore des trucs pour les gamins. Sans parler de la musique qui est absolument épique tout du long. Je pense que c'est les meilleurs OST que j'ai jamais écouté de ma vie concrètement. Et juste ça en playlist, c'est incroyable. Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner 3 titres qui t'ont particulièrement marqué ou qui sont particulièrement intéressants? Bon, c'est dur. En premier, Shinzo Sasageyo, direct. Générique de la saison 2, partie 1 ou partie 2, je ne sais plus, une des 2 parties. Formidable. Pourquoi? Parce que ça explique plein de choses sur le bataillon d'exploration. C'est absolument incroyable. Et puis c'est incontournable parce que c'est quand même un peu l'hymne de tous les gens qui aiment l'Attaque des Titans. C'est probablement la chanson la plus connue de l'anime d'ailleurs. De You See Big Girl, qui n'est pas un opening, donc un générique, mais un OST qui intervient à des moments hyper importants et souvent à des gros cliffhangers dans le manga. Donc hyper important et absolument magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une OST? Une OST, c'est une original soundtrack, qui est donc la bande originale finalement, un truc qui n'est pas forcément chanté et qui intervient ni au début ni à la fin, qui est vraiment pour agrémenter ce qui se passe.
Et en 3, Akuma no Ko, qui est le ending, donc le générique de fin de la saison 4, partie 1, parce qu'ils ont un petit peu pété un plomb avec les parties, mais on en reparlera rapidement tout à l'heure. Donc ending de la saison 4, absolument incroyable, et surtout pour les endings et les openings, je vous conseille vraiment de regarder la traduction des paroles. Ça rajoute plein d'infos et plein de poésie à l'œuvre et c'est vraiment hyper important. Donc faites-vous une grosse playlist avec tout dedans et les traductions et c'est trop bien. Mais du coup, est-ce que toutes les chansons sont en japonais? Non. Voilà, ça vous suffit comme explication? Non. Non, toutes les chansons ne sont pas en japonais. Je suis japonais, je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon. Toutes les chansons ne sont pas en japonais. Par exemple, le tout premier opening de la saison 1 est en partie en allemand. Surprenant, n'est-ce pas? Excellente question, excellent. Je rebondis. C'est formidable ce que vous faites, changez rien. Pourquoi en allemand? Eh bien parce que la ville de Shiganshina, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le théâtre principal des premières saisons, eh bien, est inspirée d'une ville d'Allemagne qui s'appelle Nordlingen, qui est une ville médiévale fortifiée avec plein de remparts, et aussi c'est inspiré de la ville de Carcassonne, qui se trouve dans le sud-ouest de la France. Donc si vous voulez vous faire un pèlerinage, l'attaque des titans, Nordlingen, Carcassonne. Ce qui est aussi très agréable, c'est que les personnages, autant que le scénario, sont extrêmement bien construits. Les personnages qui, au début, vont paraître un petit peu en second plan, ou les sidekicks du héros, en fait, c'est vraiment des personnages principaux à part entière, et ils ont une évolution qui est juste incroyable. Des personnages comme Armin ou Rainer, ils changent vraiment du tout au tout et on voit vraiment leur évolution. Bon, forcément, ils grandissent, donc c'est un petit peu obligatoire, mais la construction des personnages est absolument incroyable. Au même titre que les personnages un petit peu plus âgés restent vraiment droits dans leurs bottes et ne changent quasiment pas de caractère. Alors bien sûr, ils ont une évolution, mais il y a des vrais partis pris sur les choix des personnages et c'est vraiment super bien fait. Autre chose qui rend le manga très intéressant, on en a rapidement parlé tout à l'heure, on va y revenir, les dessins et l'animation. Les dessins, dans le premier tome, si vous lisez le manga et que vous commencez par le premier tome, bon, vous allez voir que c'est pas très agréable à lire, faut un petit peu s'accrocher. C'est vraiment les premières tentatives quand même d'Isayama, donc c'est compliqué, les traits des visages sont parfois un peu grossiers, les expressions sont des fois un petit peu à côté. Et justement, ça rend d'autant plus, je crois, la chose intéressante parce qu'on s'intéresse vraiment à ce qui est dit, à ce qui est expliqué et au message qui est en train de ressortir. Et c'est vraiment très chouette de pouvoir s'intéresser au scénario et à ce qui est en train de se dérouler plutôt que d'être vraiment accroché sur les images et sur le fait que les dessins sont pas très jolis. Même chose pour l'animation. L'animation de la première saison a été faite par WIT Studio jusqu'à la fin de la saison 3. C'est une animation qui est super lisse, qui est impeccable. Ça a 10 ans, mais je trouve que ça a absolument pas vieilli et c'est vraiment super bien fait. Les scènes de combat sont juste incroyables. Et à partir de la saison 4, soyez pas surpris, ça change complètement d'animation. C'est un autre studio qui s'appelle MAPPA, qui fait aujourd'hui toutes les plus grosses productions, je pense, aujourd'hui dans l'animation japonaise, à savoir Chainsaw Man ou encore Jujutsu Kaisen. Le changement d'animation, il peut être au début un petit peu déroutant, et en y réfléchissant, je trouve que ça colle plutôt bien. À partir de la saison 4, je vais pas vous spoiler encore une fois, mais il y a quand même pas mal de revirements de situation, les personnages ils prennent quand même beaucoup de maturité, et l'animation de MAPPA est beaucoup moins lisse, beaucoup plus dure. Alors oui, je sais, certains ont un petit peu craché sur le fait qu'il y avait de la 3D, des fois ça se voit un peu, c'est pas hyper gênant moi je trouve, mais le changement entre WIT et MAPPA est plutôt très très chouette. Et vraiment, sur les premières saisons, l'animation est vraiment impeccable. Il n'y a absolument rien à dire, c'est trop beau, mais c'est très très lisse. Partie 2, spoiler.
Si vous êtes encore sur cette vidéo mais que vous n'êtes pas à jour sur l'attaque des Titans, je vous conseille de la quitter puisque nous entrons désormais, vous l'avez entendu, dans la partie spoiler. C'est pour ça que j'ai retiré mon pull, non pas pour l'effet de surprise, mais parce que, on le regardera tout à l'heure, mais parce que j'ai un petit spoiler, enfin un gros spoiler sur le bras depuis maintenant 2 ans. Donc aujourd'hui je peux le dévoiler, c'est pour ça que je l'ai caché pendant la première partie. On va en parler tout à l'heure. Et dans cette partie 2, on va donc parler du dernier tome et aussi du dernier épisode pour ceux qui sont des animés only, donc des gens qui regardent exclusivement la version en animation. Que dire de ce tome 34, sorti, on l'a dit, il y a un petit peu plus de 2 ans. C'est l'aboutissement de 10 ans d'histoire, de 10 ans de mystère, de complot, de cliffhanger absolument incroyable. Et on va en parler plus en détail, mais je trouve personnellement que ça boucle parfaitement cette aventure qui a commencé en 2013, pour la simple et bonne raison qu'Isayama a réussi à éclaircir quasiment l'intégralité des mystères qui nous restaient, même si le brouillard commençait un petit peu à s'éclaircir ou du moins à se désépaissir. Toutes les intrigues qui ont été commencées au début sont terminées, bouclées. Et ce qui est bien aussi, c'est que cette fin, elle a un côté excessivement fermé, puisque, bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus très joyeux, mais c'est quand même la réalité du monde dont Isayama veut parler, à savoir, bon, déjà, on n'est ni vraiment gentil, ni vraiment méchant, et surtout que l'homme a une tendance assez incroyable à refaire les mêmes erreurs, pardon, et à globalement poursuivre l'intégralité de son existence sur le même schéma, même en sachant qu'il a fait des conneries par le passé. Et je trouve que ça boucle très bien ce espèce de gros serpent qui se mord la queue constamment, et ça c'est très très chouette et très bien fait. Il y a aussi une fin qui est un petit peu plus ouverte, dans le sens où on ne sait pas vraiment qui est ce petit garçon qui retourne vers l'arbre à la fin, donc ça laisse quand même plein d'imagination à ceux qui aiment les fins ouvertes, et pour ceux qui aiment les fins fermées, bah, on peut clairement se dire qu'au final c'est tout qui recommence à nouveau, et qu'au final on n'a rien changé du tout, même si on a passé 10 ans à essayer de comprendre pourquoi on en était là. Et ça boucle très bien toute l'histoire. Bon, il y a le dernier tome, et il y a aussi le dernier épisode, qui est sorti au mois de novembre, et il faut clairement qu'on en parle, puisque c'est un épisode qui a surpassé l'épisode le mieux noté de tous les temps, qui était un épisode de Full Metal Alchemist Brotherhood. Et maintenant, eh ben, c'est l'attaque des Titans qui reprend le devant sur l'épisode le mieux noté de tous les temps. Bon, il faut dire que c'est très différent de comparer un épisode de FMA qui fait 20 minutes à un épisode de l'attaque des Titans qui ont fait quasiment 1h20, je crois, à peu de choses près. Donc c'est vrai que c'est très différent. Néanmoins, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que l'animation est irréprochable. Bon, pour la simple et bonne raison que les mecs du studio MAPPA ne dorment pas depuis globalement 4 ans. Petit aparté, mais bon, MAPPA a clairement galéré, je pense, à boucler l'attaque des Titans. Il devait être relativement heureux de pouvoir se consacrer à autre chose. Mais l'animation est absolument incroyable. Les musiques, certaines musiques qu'on adore, je trouve, reviennent à des moments qui sont vraiment hyper bien choisis et très pertinents. Autre chose qui pour moi est super importante, c'est que quand on prend le premier tome et le tome 34, il y a quand même une évolution au niveau du dessin qui est quand même très peu comparable à plein d'autres œuvres. Enfin, je sais pas si vous prenez Berserk, qui a quand même déjà un coup de crayon qui est absolument incroyable, alors que Isayama, on le disait tout à l'heure en début de vidéo, c'est pas quelqu'un qui est réputé pour faire des grandes doubles pages absolument magnifiques, alors que là, chaque case est incroyable. C'est la raison pour laquelle il y en a une qui est tatouée sur mon bras depuis 2 ans. Je l'ai fait juste après la sortie. C'est probablement, je crois, la case qui m'a fait le plus pleurer de l'intégralité du manga, à savoir que je pleurais déjà de la première page jusqu'à la dernière.
mais celle-ci est absolument incroyable, probablement parce que c'est mon personnage préféré, c'est pas très original, mais c'est clairement le meilleur perso de tout le manga. Et ce perso, c'est lui, c'est ni plus ni moins que Levi Ackerman. Perso absolument incroyable pour la simple et bonne raison que c'est quelqu'un d'hyper loyal. Je pense qu'on ne fait pas plus loyal que lui. Et que c'est quelqu'un qui ne change jamais. Et la seule fois où on voit une petite bribe d'émotion, c'est là. Et c'est incroyable parce que Isayama a dit récemment dans plein d'interviews qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, Levi est probablement la personne la plus émotive de tout le manga, alors que ça se voit pas du tout, mais que c'est quelqu'un qui est hyper proche de ses amis et qui est très très sensible. Et donc je trouvais que cette case reflétait vachement bien ça, et c'est pour ça que c'est probablement ma préférée. Il y en a énormément qui sont absolument magnifiques et qui ont été très bien reprises dans le dernier épisode et dans l'animation, mais c'est vrai que ce dernier manga, il a quand même une saveur un peu particulière. À la lecture, c'est très agréable, c'est super rythmé, et je trouve que c'est vraiment une fin absolument géniale. Ce qui fait qu'on va passer maintenant au moment un peu plus fun, à savoir, enfin un peu moins fun surtout, à savoir, c'est le coup de gueule du jour. Formidable, il est là, il arrive, la fin. Tout le monde n'a pas été d'accord. Quand le manga est sorti, quand le dernier tome est sorti, ça a fait beaucoup de bruit, et tout le monde n'était pas ok avec la fin, donc il y a plein de gens qui se sont dit oh, bah, on n'est pas content, et si on la réécrivait? Ça me met hors de moi. Voilà, je trouve ça absolument abject. L'adjectif est fort et je pèse mes mots, mais je trouve ça vraiment, vraiment naze de faire ça. Et je trouve surtout que c'est d'un irrespect absolument incroyable, à savoir qui êtes-vous pour décider que ça n'est pas la bonne fin. Isayama, il a commencé à l'écrire, probablement qu'il savait déjà comment ça allait se terminer, donc on est globalement personne, si ce n'est de pauvres petits lecteurs, pour décider de si la fin est la bonne solution ou pas. Et je trouve que ça gâche énormément la portée que peut avoir l'Attaque des Titans, qui est quand même déjà un truc philosophique assez dingue, et qui, si à la fin Mikasa n'avait pas tué Eren, qu'ils étaient partis tous les deux dans un chalet, genre en Suisse, comme on peut le voir vite fait dans un passage, bah en fait ça tue tout, parce que c'est absolument pas la philosophie du truc. Isayama, ce qu'il a voulu représenter, et il l'a dit plein de fois, c'est que l'homme est absolument incapable de se sortir du schéma qui a été créé par ses parents, ses arrière-grands-parents et toutes les générations d'avant, et qu'au final, on a beau essayer de résoudre des problèmes, on retombe constamment dans le même schéma. Donc ça aurait été un peu nul de casser ça et de casser la boucle juste pour faire plaisir. C'est la fin de cette analyse slash critique slash explication de l'Attaque des Titans. J'espère et on espère que ça vous aura plu. Dites-nous si vous voulez qu'on en refasse d'autres, s'il y a d'autres œuvres que vous voudriez qu'on traite en vidéo, dans un format un peu tranquille, un peu posé. Il y a d'autres chroniques sur d'autres sujets et d'autres styles qui vont arriver très bientôt. Donc on espère que ça vous plaît. Dites-nous en commentaire s'il y a des œuvres en particulier dont vous voulez parler. Ce sera peut-être aussi l'occasion d'en faire un live avec vous. On serait très heureux de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez tous nos réseaux en description. Pareil, la classique, n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez être prévenu. Voilà, rien de très original, mais on espère que ça vous a plu. On vous dit à la prochaine. Le vent se lève, on met les voiles. Et un joyeux Noël. Et un joyeux Noël également, puisque cette vidéo sortira pour Noël. Et bah du coup, joyeux Noël, profitez de vos familles et bonne année, à l'année prochaine peut-être, ou avant, qui sait.